2.25 million Berliners were getting ready to write a new chapter in the checkered history of their city. It could not yet be a wholly cheerful chapter, not as long as 1/3 of Berlin still lay in shadow behind the Iron Curtain. Not as long as the ruins of war still scarred the skyline. But little by little, the Berliners were changing the face of their city. Aided by funds from the Marshall Plan and from Western Germany, the people of Berlin had set about making their city a place of peace again. En 1947, j'avais 2 ans. Il n'y avait rien à manger. Mes parents étaient comme tout le monde. Ils n'avaient pas un sou en poche. Pour nous, en Allemagne, le plan Marshall a été une chance énorme. Et pour l'Europe, ça a été une nécessité. Le degré de l'avancement d'une civilisation se mesure au nombre de contradictions qu'elle renferme. Ouais. Ça, c'est ma définition de l'Amérique. Mot-clé le rock'n'roll, mot-clé la libération sexuelle, on se reconnaissait dans cette nouvelle culture, dans ce nouveau cinéma. J'ai l'image d'une Amérique qui remet profondément en cause la légitimité de sa politique. Non, nous ne sommes pas tous américains. Nous ne sommes pas tous américains. Nous sommes nous et eux, ils sont eux. On est dedans et contre. C'est le rapport avec l'Amérique. Nous sommes au cœur de Bruxelles, capitale de la Belgique et de l'Europe. Nous, c'est Joachim et Sergio, un Allemand et un Belge. Chacun à notre manière, nous sommes avant tout 2 Européens. C'est ici, sur cette grande place, que commence notre voyage. Un voyage en images de la Seconde Guerre mondiale à nos jours, une enquête pour comprendre notre relation singulière avec les Américains. En 1947, l'Europe était en ruine. La reconstruction d'une Europe libre n'était possible qu'avec l'aide des Américains. For Europe, harsh was the reality and hard the task of reconstruction. Unity and difference, was that even now to be once more the cornerstone of the Europe we set out to rebuild? So it might have been, if in those bleak post-war years a voice had not spoken from America. A level soldier's voice, but speaking now in terms of selfless statesmanship. It is logical that the United States should do whatever it is able to do to assist in the return of normal economic health in the world. It would be neither fitting nor efficacious for this government to undertake to draw up unilaterally a program designed to place Europe on its feet economically. This is the business of the Europeans. Such was the beginning of the Marshall Plan. And this one simple act of statesmanship promptly evoked another. Swiftly, Europe herself set up an organization to grasp the helping hand. And within a few short months, the Organization for European Economic Cooperation had reached agreement on the difficult, delicate question of how much American assistance each country should receive. Le plan Marshall a été un bouleversement de la tradition historique. Le vainqueur n'a pas exploité sa victoire. Le vainqueur a voulu recréer un concurrent, alors qu'il estimait que c'était son intérêt et tout ça, c'est autre chose. Il n'y a pas que de la charité et du bénévolat. Mais simplement, ils ont cru que c'était la politique à faire et qui était en contradiction avec ce qui était la tradition diplomatique ou politique habituelle. La tradition est que si vous donnez quelque chose à quelqu'un, vous négociez avec quelqu'un la contrepartie.
et vous prenez les individus ou les États les uns après les autres, et vous faites un peu de concurrence entre les États. La clause révolutionnaire du plan Marshall était que les Américains disaient on peut faire ça, pour autant que vous, Européens, vous vous entendiez entre vous, nous n'allons pas entrer dans la discussion de qui reçoit quoi et comment. Et ça, c'était tout à fait révolutionnaire. Déjà, les premières questions se posent. Quels moyens les Américains ont-ils investis dans le plan Marshall? Le tout représenterait aujourd'hui 85 milliards d'euros distribués entre 1947 et 1951. Des hommes, du matériel et de l'argent. 16 pays, de l'Islande à la Turquie, en ont bénéficié. La plus grosse part du gâteau est allée à la Grande-Bretagne et à la France. Partout en Europe, on a ressenti les effets de cette aide providentielle. Le premier objectif du plan Marshall, c'était que les gens puissent manger à leur faim, qu'ils se sentent en sécurité et qu'ils puissent reconstruire leurs maisons bombardées. Comme le disait Brecht, c'est à cette condition qu'on peut commencer à réfléchir à un état de droit autonome, libre et démocratique. En ce sens, Brecht était aussi pragmatique qu'il était idéaliste. C'est quand on se sent en sécurité et qu'on ne souffre plus de la faim qu'on peut commencer à prendre librement des décisions. We have awakened to the harsh reality that Western Europe is no longer the undisputed center of the world. To eastward looms a giant totalitarian state, welded to a single purpose by the unity of force. Now enforcing that same purpose, that same rigid unity on our European kith and kin. Les Américains avaient compris qu'après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'enjeu pour eux, c'était que l'Europe de l'Ouest ne tombe pas sous la coupe de l'Union soviétique. Or, il y avait des partis communistes complètement staliniens, extrêmement puissants, au moins en France et en Italie, et dans pas mal d'autres pays. Donc il fallait absolument redévelopper l'Europe, redéclencher la croissance, réparer la guerre, aller au-delà. En pratique, il fallait aider, et obliger même, les pays d'Europe de l'Ouest à travailler ensemble, y compris avec l'Allemagne, ce à quoi les populations étaient, on l'imagine, pas du tout prêtes. En 1945, 46, 47. Personnellement, j'ai vu l'arrivée de ce nouveau pouvoir d'un œil positif. Un grand nombre d'ex-dirigeants nazis étaient encore en fonction en Allemagne. Certains occupaient des postes subalternes, mais d'autres se trouvaient à des postes clés du secteur économique. Ce nouveau pouvoir politique était un garde-fou contre une dérive possible de l'Allemagne vers son ancienne politique conservatrice d'extrême droite. De telles tendances existaient, il ne faut pas l'oublier. Après avoir rempli les ventres, les États-Unis décident de remplir les têtes, de former la nouvelle élite européenne de demain. Ainsi, dès les années 50, des centaines de milliers de jeunes reçoivent une bourse pour se rendre en Amérique pour apprendre. C'est le temps des premières rencontres, des premières découvertes. Comment allez-vous? Comment allez-vous vous-même? Ça va bien. Très enchanté. Très. Vous avez tout mon univers. L'université, Salinger, Hemingway, Sinatra. Par ça, je ne suis pas du tout américanophile. Alors, l'image de l'Amérique avait été construite par les lectures, pas les médias, la littérature, par le cinéma, et puis par toute une série comme ça d'éléments culturels, et puis aussi, il faut bien le dire, l'arrivée permanente sur le marché de la consommation de vêtements, d'accessoires, de toutes sortes de choses, de boissons, de nourriture qui modifiaient en permanence, disons, les habitudes quotidiennes des Français. Bien. Donc il y a de ma part curiosité, envie, c'est de l'exotisme, de même que certains êtres humains ont été attirés par les Indes. Au fond, l'Amérique, c'était mes Indes à moi.
Mon premier voyage en Amérique remonta loin, j'avais 17 ans, c'était en 1959. J'étais parti là-bas dans le cadre d'un échange scolaire avec une petite ville du Midwest dans le Missouri. Elle avait été baptisée Mexico parce que peu de temps auparavant, c'est là que se séparaient les trails, les anciennes pistes de randonnée. L'une partait vers le sud-ouest en direction du Mexique et l'autre remontait vers l'Oregon, au nord-ouest. J'y suis resté 1 an. Ça a été sans aucun doute la période la plus heureuse de mon enfance. J'étais très jeune et je ne réfléchissais pas beaucoup. J'agissais, je bougeais et j'ouvrais les yeux et les oreilles. J'essayais d'absorber tout ça. C'était une terre inconnue en permanence. Et des gens inconnus, dans leurs gestes, dans leurs vêtements, dans leur accent, dans tout. Même la manière de sourire au temps de la main n'est pas la même que chez nous. Bien. Bien sûr, j'ai vu tous les westerns. Les paysages de l'Ouest américain étaient comme les paysages des livres d'images. On ne pensait pas que ça puisse être des paysages réels. C'était comme les tableaux de Caspar David Friedrich et ceux des peintres de paysages hollandais. On n'imaginait pas que de tels paysages puissent réellement exister. Et pourtant, là-bas, dans cette Amérique mythique, ils existaient bel et bien. C'était fabuleusement grand. Lorsqu'enfant, je suis allé pour la première fois là-bas, j'ai eu l'impression d'arriver en terre inconnue. Quand je suis rentré en France, au fond, ce qu'on peut appeler l'américanisation commençait vraiment. Et donc moi j'avais la sensation, quand je voyais débarquer des produits, des titres, des personnalités, des personnages, des images et des objets, que j'avais déjà vu ça. Je me disais, on a du retard, qu'est-ce que ça veut dire ça? Moi je connais, je sais. Et ça m'a donné d'ailleurs dans ma vie personnelle et professionnelle, hélas, une espèce de distance qui a fait qu'on m'a souvent pris pour un connard prétentieux, alors que simplement, effectivement, j'avais un petit peu d'avance. À l'image de la Rome antique, les États-Unis se voient comme une puissance, peut-être même comme un empire. Ils tissent leur influence comme une toile. Peu à peu, ils instaurent la Pax Americana. Avec leurs produits, ils conquièrent, séduisent l'Europe, de manière douce, voire féminine. L'Europe libre apprend ainsi à goûter, à penser comme l'Amérique. On a coutume de dire que le plan Marshall était une invention des États-Unis, ayant pour but de faire un énorme cadeau à l'Europe. Pas du tout. Il s'agissait en fait d'une série d'investissements destinés à orienter et réorganiser l'Europe. L'idée était d'amener les pays européens à dépenser ces fonds d'une certaine manière. C'était très bien mis en lumière dans le film de Billy Wilder, 1, 2, 3, qui montrait comment une société telle que Coca-Cola était dirigée en Allemagne. C'était une superbe métaphore et en même temps, ça reflétait très bien la réalité. The Western sector, under Allied protection, was peaceful, prosperous, and enjoyed all the blessings of democracy. Just by coincidence, this happened to be the company I work for. Les États-Unis se présentent un peu comme le champion de toute catégorie de la condition féminine. Ils prennent en compte les besoins des femmes, leurs désirs. Ils leur proposent un nouveau style de vie, surtout à travers le modèle hollywoodien. Il est intéressant de penser que cette immense puissance impériale dévoile sa part de féminité et promet aux femmes monts et merveilles en leur disant « On vous offre une vie décente, un nouveau style de vie, on vous offre la liberté individuelle ».